C'était une autre nuit banale dans l'univers des talk-shows nocturnes. Le public présent dans le studio à Burbank, en Californie, suivait la routine. Des rires résonnaient entre les blagues acides et chargées de critiques politiques du présentateur. Mais ensuite, l'inattendu se produisit. Au lieu de viser une personnalité publique connue, il tourna son humour aiguisé vers Barron Trump, le plus jeune fils du président d'alors et de l'ex-première dame Melania Trump. La blague fut brève, incisive et clairement adressée à l'adolescent. Le public réagit de manière inégale. Certains rirent avec hésitation, tandis que d'autres semblèrent mal à l'aise sur leur siège. Ce n'était pas juste une plaisanterie passagère. Cela sonnait comme une attaque directe contre quelqu'un qui était toujours resté à l'écart des projecteurs. Il ne fallut pas longtemps pour que le clip devienne viral. En quelques heures, les réseaux sociaux furent inondés de hashtags tels que #IBarronTrump, tandis que Twitter et Instagram fourmillaient de mèmes et de débats enflammés. D'un côté, des partisans de la famille Trump critiquaient durement la blague, la jugeant de mauvais goût et inutile. De l'autre, certains la défendaient comme étant de l'humour, tout simplement. La couverture médiatique fut instantanée, et en quelques minutes, les journalistes se mirent à analyser l'événement, ravivant l'éternel débat sur les limites de l'humour. Pendant ce temps, à Palm Beach, Melania Trump visionnait la vidéo avec incrédulité. Protéger Barron avait toujours été sa priorité, et au fil des années, elle avait tout fait pour le tenir à l'écart des feux de la rampe. L'offense ne visait pas seulement son fils, elle la ressentait personnellement en tant que mère. Et Melania savait que cela ne pouvait pas être ignoré. Instinctivement, elle commença à rédiger une déclaration publique. Cependant, elle comprit rapidement que les mots, à eux seuls, ne suffiraient pas à régler la situation. Devant l'ampleur que prenait l'affaire, elle prit une décision radicale et inattendue. Elle porterait l'affaire en justice. Mais ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que ce choix déclencherait un conflit bien plus vaste qu'elle ne pouvait le prévoir. Le lendemain matin, son équipe publia un communiqué officiel ferme et direct, condamnant les propos du présentateur comme étant inappropriés et nuisibles. Bien que la déclaration ait été bien accueillie par les sympathisants de la famille Trump, elle ne fut pas suffisante pour contenir la controverse grandissante. Melania n'était pas simplement indignée, elle était déterminée. Pendant des années, elle avait supporté attaques et moqueries en tant que figure publique, mais s'en prendre à son fils fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Déterminée à aller plus loin, elle fit appel à l'un des cabinets d'avocats les plus réputés spécialisés en diffamation, connu pour ses procès à fort impact et ses résultats percutants. Avec ses avocats, Melania entama une action en justice contre le présentateur et la chaîne, les accusant de diffamation et de préjudice moral intentionnel. Le procès porta rapidement sur une question délicate. Même présentée comme de l'humour, la remarque avait franchi une limite importante. Il ne s'agissait plus seulement de liberté d'expression, mais aussi de la protection des droits d'un enfant à la vie privée et à la dignité. L'affaire devint vite un spectacle médiatique. Sur toutes les chaînes de télévision, les présentateurs discutaient de la solidité du dossier de Melania, ou se demandaient si ce n'était qu'une manœuvre stratégique pour retrouver de la visibilité. Ses soutiens l'érigeaient en mère déterminée à protéger son fils, tandis que ses détracteurs suggéraient qu'il ne s'agissait que d'un coup publicitaire bien calculé. Pendant ce temps, Barron restait à l'écart des projecteurs. D'après des proches de la famille, il était décrit comme un jeune garçon réservé, qui s'impliquait rarement dans la couverture médiatique intense autour de ses parents. Toutefois, l'initiative de Melania montrait clairement que ce combat n'était pas mené pour elle-même, mais pour lui. L'impact fut immédiat. De grands sponsors commencèrent à se désolidariser de l'émission, craignant d'associer leur image à une polémique aussi virulente. Le présentateur, connu pour sa posture sûre de lui et controversée, se montra visiblement plus prudent dans les éditions suivantes du programme. Malgré tout, il maintint sa position, refusant de s'excuser et insistant sur le fait que le procès représentait une attaque contre la liberté d'expression et l'essence même de la comédie. Mais au fil des jours, l'affaire prit une ampleur encore plus grande, suscitant des réactions dans tout le pays. Les chaînes de télévision consacrèrent de longues heures à des tables rondes d'experts, les forums en ligne fourmillaient de discussions, et des podcasts traitaient de tous les aspects de l'histoire. Le pays semblait divisé. D'un côté, on trouvait ceux qui soutenaient Melania.
voyant dans la blague une forme de harcèlement déguisé en divertissement. Les parents, en particulier, s'identifièrent à son attitude, inondant les réseaux sociaux de messages de soutien, dont la publication virale d'une photo de Baron prise pendant le mandat de son père, accompagnée de la légende « Protéger nos enfants ne devrait jamais être un sujet de débat ». De l'autre côté, on observait un élan de solidarité parmi les humoristes et les animateurs de talk show, qui voyaient dans le procès une menace pour la liberté créative. Beaucoup estimaient que les personnalités publiques, même leurs proches, avaient toujours été des cibles légitimes de la satire et que, indépendamment de l'âge, être sous le feu des projecteurs impliquait de faire face à ce genre d'exposition. Au cours d'une émission débat, un célèbre animateur souligna que la controverse avait franchi l'écran pour gagner la rue. Dans les cafés, les bureaux et autour des tables de dîner de Los Angeles, la question était devenue le sujet de conversation par excellence. Dans une université, les étudiants débattaient de la limite éthique de la liberté d'expression, tandis que dans un petit restaurant de Topeka, au Kansas, un groupe de retraités discutait de la question de savoir si l'animateur était allé trop loin. L'attention ne se portait plus uniquement sur Melania et Baron, mais bien sur une réflexion plus large. Quel type de comportement la société est-elle prête à tolérer au nom du divertissement? Au milieu de la tempête, l'animateur du talk show resta ferme sur sa position. Ses monologues nocturnes prirent un ton plus provocateur, se présentant lui-même comme une victime de censure. Ses partisans l'acclamèrent, voyant en lui une voix luttant contre la culture du bannissement, tandis que ses détracteurs soulignaient que ses blagues devenaient de plus en plus acides et teintées d'amertume. Le charisme qui le caractérisait auparavant semblait désormais éclipsé par le poids de la polémique. Les pressions grandissaient aussi en coulisses. L'audience de son émission commençait à chuter, et des rumeurs couraient selon lesquelles les dirigeants de la chaîne réexaminaient son avenir à l'antenne. Parallèlement, l'équipe juridique de Melania intensifia ses efforts. Elle réunit des preuves supplémentaires et des témoignages visant à consolider encore davantage l'accusation. Ce qui avait débuté comme un conflit personnel s'était mué en un profond clivage culturel. Pourtant, personne ne pouvait prédire la tournure imminente qui allait changer totalement le cours du procès. Lorsque les audiences s'ouvrirent à la Cour supérieure de Los Angeles, le tout se transforma en un spectacle que les médias ne pouvaient ignorer. Les paparazzis se massèrent aux abords du tribunal, mitraillant de photos chaque détail. Melania Trump, d'une élégance irréprochable, arrivant sur place accompagnée de ses avocats. En face, le présentateur, affichant un air sérieux et déterminé, pénétrait également dans l'édifice entouré de sa propre équipe de défenseurs. L'atmosphère était lourde de tension et d'attente. Ce n'était pas seulement un procès, c'était un affrontement sur les valeurs et les limites du divertissement à l'ère moderne. L'accusation ouvrit le bal avec une argumentation percutante, cherchant à établir la différence entre comédie et cruauté. Lorsque le clip de la blague fut diffusé dans la salle d'audience, l'audio résonna dans l'espace silencieux. L'avocate de Melania décrivit les effets dévastateurs qu'avait eu le commentaire sur Baron, mettant en avant le fait que l'adolescent avait été mêlé malgré lui à une bataille médiatique. « Il ne s'agit pas de liberté d'expression », affirma l'avocate d'une voix assurée, « mais du droit d'un enfant de grandir sans être humilié publiquement. » La défense, quant à elle, prit une autre voie. Protégée par le premier amendement, elle affirma que la comédie, même quand elle est offensante, doit être préservée. Elle présenta une série de précédents juridiques, soutenant que son client n'était rien de plus qu'un artiste incompris, connu pour repousser les limites avec un humour provocateur. Le présentateur lui-même témoigna à la barre, livrant un récit émouvant de son parcours professionnel et exprimant ses regrets quant au fait que le procès puisse devenir un danger pour la liberté de création. La salle d'audience se changea en une arène idéologique, chaque camp faisant défiler des témoins et des experts pour renforcer sa position. Les professeurs de Baron, appelés à témoigner, racontèrent à quel point il avait toujours été un élève calme et studieux, tout en soulignant l'impact négatif que le harcèlement médiatique avait eu sur sa vie scolaire. Du côté de la défense, des humoristes de renom vinrent à la barre, affirmant avec véhémence que la satire est un outil essentiel pour remettre en cause le pouvoir et susciter une réflexion sociale. L'intérêt du public pour le procès atteignit son apogée.
Chaque réaction de Melania et chaque réponse plus véhémente du présentateur étaient scrutées à la loupe par les principaux médias. Les programmes nocturnes à travers le pays évitèrent de faire des blagues sur l'affaire, de peur de devenir la prochaine cible de l'opinion. Pourtant, alors que tout laissait présager une conclusion attendue, un nouveau rebondissement changea du tout au tout la tournure du procès. Un matin qui s'annonçait routinier au tribunal, tout bascula lorsque le ministère public annonça la convocation d'un témoin surprise. La tension dans la salle monta d'un cran lorsque William Carter, un ancien assistant de production de l'émission, entra pour déposer. Carter avait travaillé sur le show pendant plus de 5 ans avant d'être licencié au milieu d'une polémique interne. Calme, mais déterminé, il entama sa déposition. D'abord, il dépeignit l'ambiance en coulisses comme compétitive et souvent axée sur le franchissement des limites, même au détriment de principes éthiques. Cependant, ce qui choqua vraiment l'Assemblée fut la documentation que Carter produisit. Des courriels, des scripts et des communications internes révélant que la blague dirigée contre Baron n'avait rien d'improvisation, mais qu'elle avait au contraire été soigneusement planifiée. Les documents présentés montrèrent que la plaisanterie avait été discutée et approuvée par les hauts responsables de la chaîne, non pas pour sa valeur humoristique, mais dans l'intention explicite de susciter une polémique et d'attirer l'audience. Un courriel particulièrement incriminant, lu à voix haute devant le tribunal, contenait le message d'un cadre affirmant « Cela va faire parler les gens. La controverse, ça se vend ». La salle demeura silencieuse, et l'onde de choc fut immédiate. Le centre de gravité du procès se déplaça brusquement du présentateur à la chaîne qui avait orchestré toute l'affaire. La défense tenta de minimiser le témoignage, assurant que le présentateur agissait de sa propre initiative et que les décisions corporatives n'avaient aucune incidence sur le dossier. Mais l'image du présentateur était déjà irréversiblement entachée. À l'extérieur du tribunal, la révélation eut l'effet d'une bombe. Les gros titres dénoncèrent la culture toxique au sein de la chaîne, et plusieurs cadres impliqués furent écartés tandis qu'une enquête interne était lancée. Le présentateur, autrefois symbole d'une comédie irrévérencieuse, se retrouva isolé, sans le soutien de la chaîne elle-même. Bien que la situation tournât en faveur de Melania, le procès n'était pas terminé, et tout le monde savait que le verdict final aurait des conséquences inattendues et considérables. Le jour du verdict, le tribunal était bondé. Les journalistes occupèrent la galerie, prêts à rapporter chaque détail du dénouement. À l'extérieur, la foule se pressait, partagée entre ceux qui soutenaient Melania Trump et ceux qui défendaient l'animateur de talk show. Après les révélations fracassantes de William Carter, l'opinion publique avait drastiquement basculé, et les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Dans sa plaidoirie finale, l'avocat de Melania prononça un réquisitoire retentissant. Au-delà de la défense de sa cliente, il lança un message à toutes les familles lambda qui, sans le vouloir, se retrouvent impliquées dans le chaos de l'exposition publique. Il ne s'agit pas de faire taire la comédie, déclara-t-il avec fermeté, mais de responsabilité. Nous devons comprendre que les mots, surtout lorsqu'ils sont amplifiés pour des millions de personnes, ont un poids et des conséquences. La défense, bien que fragilisée, tenta encore de renverser la situation avec un ultime argument. Elle mit en garde contre le risque de créer un précédent dangereux, susceptible de freiner la liberté de création. « Où tracer la limite ?» s'interrogea-t-elle, affirmant que protéger les sentiments individuels pourrait nuire à la capacité de la comédie à remettre en cause et provoquer. Après de longues heures de délibération, le jury revint finalement avec son verdict. Le présentateur fut jugé coupable de diffamation, et la chaîne fut condamnée à verser des dommages et intérêts substantiels pour avoir encouragé une culture du sensationnalisme. En prononçant la sentence, le juge insista sur le fait que la décision ne représentait pas une menace pour la liberté d'expression, mais plutôt la reconnaissance que la comédie doit respecter les limites de la dignité, en particulier lorsqu'il s'agit de mineurs. Le verdict eut un fort retentissement dans le secteur des médias. Pour Melania, la victoire avait un goût doux amer. Elle avait défendu son fils avec succès, mais le procès avait été éprouvant. Dans une courte déclaration à la presse, elle exprima l'espoir que cette affaire servirait de signal d'alarme pour la nécessité d'instaurer plus de respect et de vigilance dans le discours public. De son côté, l'impact fut dévastateur pour le présentateur. Les sponsors se retirèrent,
La chaîne prit ses distances et l'émission fut mise en suspens pour une durée indéterminée. Cependant, l'affaire souleva un débat de fond à l'échelle de la société. Pendant des semaines, on discuta des limites de l'humour, de la responsabilité des personnalités publiques et de l'éthique dans les médias. Dans la foulée, de nouvelles initiatives visant à encourager un environnement plus sain dans le monde du divertissement virent le jour. Les chaînes de télévision mirent en place des politiques plus strictes, les humoristes révisèrent leur contenu et le public réfléchit de manière plus critique à ce qu'il consommait. Lorsque les esprits se calmèrent, finalement, la nation se retrouva à méditer sur les profondes leçons laissées par ce procès. Le débat s'éloigna des détails précis de l'affaire pour porter sur des questions culturelles plus vastes. Où fixer la limite entre l'humour et l'offense? Comment équilibrer le droit à la liberté d'expression avec la nécessité d'assumer ses responsabilités? Pour de nombreux parents, le combat de Melania fut un signal fort. Il mit en évidence l'importance de protéger les enfants à une époque toujours plus numérique et impitoyable. Dans une vidéo devenue virale, une mère de des moines résuma parfaitement le sentiment de beaucoup. Si quelqu'un disposant de l'influence de Melania Trump a dû se battre aussi dur pour protéger son fils, qu'est-ce que cela signifie pour nous, les parents ordinaires? Ce procès ne concernait pas seulement Baron, mais tous nos enfants. Dans le secteur du divertissement, le verdict marqua un tournant. Les producteurs et les diffuseurs commencèrent à réévaluer le type de contenu qu'ils proposaient, réalisant que la polémique pour la seule polémique n'aliénait pas seulement une partie du public, mais comportait aussi son lot de conséquences. Le procès donna naissance à une nouvelle approche de la comédie, une approche qui cherche à remettre en question et à provoquer sans pour autant bafouer la dignité d'autrui. Des foyers aux salles de classe, le discours changea. Les gens commencèrent à se pencher sur la façon dont leurs paroles et leurs actes résonnent dans la société, soulignant le fait que même quelque chose d'aussi trivial qu'une blague peut déclencher un débat sur l'éthique et le respect. Mais l'impact de cette histoire alla au-delà de Melania, Baron ou du présentateur. Elle devint un marqueur culturel, révélant une vérité fondamentale. Si la liberté d'expression est essentielle, le pouvoir des mots ne doit pas être sous-estimé. L'humour a le pouvoir de rassembler, mais aussi de diviser, et il appartient à chacun d'entre nous de l'utiliser avec discernement. Au bout du compte, lorsqu'on éteignit les caméras et que le monde passa à autre chose, un message limpide resta gravé. L'empathie doit primer. Le procès était terminé, mais les leçons qu'il avait laissées résonnaient plus fort que jamais. Il revient à chacun de veiller à ce que nos paroles construisent des ponts plutôt que des murs, et de parvenir à nous remettre en question sans cruauté, mais avec respect. Si cette histoire vous a touché, partagez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour continuer à suivre d'autres contenus qui nous font réfléchir sur le monde qui nous entoure.